dernier livre, qui s'appelle Droit dans une lune, et ensuite vous posez sans micro, mais vous posez, si vous le souhaitez, toutes les questions que vous désirez à l'auteur ici présent. Alors, vous connaissez Jean-François Kahn, essayiste, journaliste, éditorialiste, écrivain, qui depuis très longtemps est un spécialiste de la politique française, un analyste. Voilà le livre qui arrive, formidable. Merci, César. Non, il y a l'autre, celui de Colosimo. Alors, le sous-titre est déjà très, très éclairant, c'est de nos erreurs et le refus de les reconnaître. Et le diagnostic de Jean-François Kahn, il va nous en parler, c'est que ce refus de reconnaître les erreurs provoque la montée, vous le dites franchement, de certains populistes qui nous inquiètent, et que d'ailleurs on comparait assez facilement au néofascisme. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? On va en discuter. Mais de quand, je pense qu'on a déjà parlé ensemble, de quand datez-vous le dérapage, l'erreur qui n'a pas été reconnue? Est-ce que c'est de Maastricht, par exemple? Ah non, mais ça, on ne la date pas, ça a toujours existé. Il y a toujours une tendance à l'erreur et la difficulté de la reconnaître. Pourquoi c'est important, la difficulté de la reconnaître? Tout simplement parce que si on ne la reconnaît pas, on la recommence. Autrement, on va vous dire que c'est pas important, vous dites, vous ne la reconnaissez pas, c'est votre problème. Mais quand on ne reconnaît pas une erreur, quand on n'analyse pas, quand on ne se demande pas, mais pourquoi je l'ai commis, on la recommence. Il y a une chose qui m'a beaucoup frappé, on a eu la guerre d'Irak. L'intervenir d'Irak. Très bien. Au moment de la guerre d'Irak, un certain nombre de gens ont soutenu, en France, majoritairement les gens étaient contre, mais un certain nombre d'intellectuels ont soutenu, et en particulier un certain nombre d'intellectuels ont fait une pétition, fait un texte collectif dans le monde, pour expliquer pourquoi ils étaient enthousiastes pour la guerre d'Irak. Et ils ont dit, c'est formidable, ça va développer la démocratie, ça va être la victoire des libertés dans tout le Proche-Orient, ça va provoquer la paix, ça va provoquer la paix entre Israéliens et Palestiniens. Et il disait d'ailleurs, Bush va rester comme un homme d'État qui va éblouir l'histoire par son renom. Chirac va plonger comme l'horrible des horribles parce qu'il a dit non. Texte hallucinant, hallucinant, très bien. C'est une catastrophe totale. D'abord, ça provoque la montée de l'islamisme et Daesh. D'un point de vue américain, c'est d'ailleurs doublement une catastrophe, parce qu'en plus, ça met l'Irak sous la coupe de l'Iran. On peut dire que c'était l'objectif des Américains. Catastrophe totale. Or, apparemment, aucun de ces gens qui ont soutenu la guerre d'Irak n'ont admis leur erreur, n'ont analysé leur erreur. Aucun. Mais la conséquence, c'est qu'ils ont recommencé en Libye, et que les mêmes ont fait une pétition, ont signé un texte collectif, les mêmes, pour expliquer qu'il fallait intervenir en Libye. Deuxième catastrophe. Là, aujourd'hui, en Libye, une anarchie sanglante épouvantable en Libye, où il y a 12 pouvoirs qui se déchirent le pays. Il y en a un à l'est, un à l'ouest, un au milieu. Il y en a un même qui est obligé de monter sur un bateau parce qu'il n'avait plus de territoire pour s'installer. Vous avez ça a provoqué la déstabilisation de tout le Sahel, avec toutes ces armes qui ont été distribuées, dont se sont emparés des islamistes. Et enfin, ça a provoqué cette ruée des immigrés vers la mer, où personne ne les arrête plus. On ne peut pas faire mieux dans ce genre de catastrophe. Or, les mêmes avaient fait un texte pour dire qu'il fallait intervenir en Libye, ceux qui avaient fait l'intervention en Irak. S'ils avaient reconnu l'erreur de l'intervention en Irak, ils n'auraient pas osé refaire un texte pour dire qu'il fallait intervenir en Libye. Et c'est un exemple parmi nous. Si on avait reconnu l'échec, qu'on avait analysé la catastrophe de l'intervention au Vietnam, les Américains n'auraient peut-être pas recommencé avec les mêmes conséquences, et nous, on n'aurait pas recommencé en Algérie avec les mêmes conséquences. Donc, la nécessité de regarder en face une erreur, c'est la seule façon d'empêcher qu'on la réitère et qu'on la recommande. C'est ça, c'est pour ça que c'est très très important. Moi, par exemple, tout le monde a commis des erreurs. Qui peut dire ici, s'il y a quelqu'un qui peut dire ici,
si je m'interroge, je crois que j'ai jamais commis d'erreur. Personne d'un ami. Bon. Moi, j'ai commis des erreurs. Je vous donne un exemple. Je dis d'autant plus que deux erreurs que je n'ai pas écrites. Donc, je ne suis pas obligé de le reconnaître. Personne, si je ne le dis pas, personne ne le sait. Mais je suis très franc. Au moment de la guerre des 6 jours, je couvrais la guerre des 6 jours, j'avais assisté à des grandes manœuvres égyptiennes, avant, l'Égypte de Nasser, dans le Sinaï. Les grandes manœuvres, c'est très impressionnant parce que, de toute façon, il n'y a pas d'ennemis. Donc, vous êtes forcément gagnant, vous êtes forcément triomphant. Donc, les armées foncent, formidables. Vous avez les chars qui se déboulent, vous avez les armées d'élite qui se déchaînent, qui chargent, qui hurlent. Enfin, c'est très impressionnant, grande manœuvre. Comme il n'y a pas d'ennemis, c'est peinard. Bon. Donc, j'avais vu les grandes manœuvres de l'armée égyptienne dans le Sinaï. Ça m'avait, je le reconnais, ça m'avait impressionné. Avec les armes soviétiques, etc. Et j'étais pas obligé de savoir qu'ils ne savaient pas s'en servir. Or, quand a éclaté la guerre des 6 jours, très franchement, j'ai cru que ça serait long. Je pensais qu'Israël gagnerait, mais comme j'avais vu ces grandes manœuvres, ça va être très long. Ça va être très sanglant et très long. Comme vous savez, ça a duré 6 jours. Bon. Et la deuxième erreur que j'ai commise, d'analyse, que je n'ai pas écrite, mais je dis franchement que je l'ai commise, c'est que je n'ai pas cru pendant très longtemps à une intervention soviétique en Tchécoslovaquie. Pourquoi? Parce que j'ai été à Karlovy Vary, où Dubček, donc le président de la Tchécoslovaquie de l'époque, a rencontré Brezhnev, le dirigeant soviétique, et j'ai vu qu'ils s'embrassaient sur la bouche. Non, ils ne vont pas. Voilà, les soviétiques ne vont pas intervenir en Tchécoslovaquie. Et ces deux erreurs, j'y ai beaucoup réfléchi. Et je me suis aperçu que ce qui m'a trompé, c'est l'apparence. C'est que je me suis laissé piéger par l'apparence. Et c'est quelque chose de fondamental. Il ne faut jamais se laisser piéger par l'apparence. Il faut toujours la dépasser pour voir qu'est-ce qu'il y a derrière, qu'est-ce qu'il y a derrière. Bon, et maintenant, je ne me fais plus piéger par l'apparence, parce que j'ai réfléchi à cette erreur et à la cause de cette erreur. Mais si on n'y réfléchit pas et si on ne les reconnaît pas, eh ben on se fait piéger à chaque fois, et on recommence. Alors, il y a des exemples d'erreurs qui ont été un peu reconnues. On parlait du Vietnam. Bon, le Phnom Penh libéré de Jean Lacouture. Les taux se resserrent sur Phnom Penh, ça s'est resserré pendant des années, et Phnom Penh a finalement été libéré avec les conséquences qu'on sait, c'est le génocide. Ils sont revenus sur cette erreur d'analyse, non? Oui, mais ça, c'est pas forcément une erreur, c'est plutôt une faute. C'est un peu différent. Qu'est-ce que c'est qu'une erreur? C'est une initiative dont la conséquence est exactement l'inverse de ce pourquoi vous avez pris l'initiative. Guerre d'Irak, la conséquence, c'est l'inverse. Guerre Libye, la conséquence, c'est l'inverse. Par exemple, à la limite, je vais vous dire, les Gilets jaunes. Les Gilets jaunes, c'est fait pour abattre Macron, et à la fin, ça permet, Macron qui était tombé à 18% dans les sondages, il remonte à 25% ou 24% aux élections européennes. D'une certaine manière, il devrait s'interroger là-dessus. Très bien. Pour ce qui est par une espèce comment dirais-je, mystique révolutionnaire, d'avoir applaudi les Khmers rouges, c'est plus que c'est une faute. C'est horrible à dire, mais quand Hitler provoque l'Holocauste des Juifs, c'est pas une erreur, c'est horrible, c'est une faute épouvantable. Ça lui mérite l'enfer pour la fin de l'enfer éternel. Mais il sait ce qu'il fait, il le fait en conscience, et la conséquence, c'est ce qu'il espérait qu'elle soit. Il veut exterminer les Juifs. Donc c'est épouvantable, mais c'est pas une erreur. C'est horrible à dire, mais c'est pas une erreur. L'erreur, encore une fois, c'est quand la conséquence est l'inverse de ce pourquoi vous avez fait l'action. Alors peut-être qu'on peut revenir sur le territoire franco-français. Je parlais de Maastricht, je dis, parce qu'on l'a évoqué à plusieurs reprises. Est-ce que là, c'est pas la première erreur des élites pour avoir tenu compte du vote populaire? Alors Maastricht, c'est pas une erreur. C'est le fait d'avoir... on fait un référendum sur une constitution européenne, sur un projet de constitution européenne, et d'abord, il se passe quelque chose. C'est que moi, j'étais pour le oui. Enfin, j'ai voté oui. Je ne peux même pas dire que j'étais pour le oui, mais disons que j'ai voté oui. Mais enfin, je voyais bien que, bon, j'hésitais.
c'était pas si simple. J'avais beaucoup de raisons qui pourraient me conduire à voter non. Et je voyais bien autour de moi qu'il y avait un vrai compte du non. Je ne sais pas s'il faisait 40, 45, 52, mais je voyais bien. Or, 95% des médias étaient pour le oui. Moi, je me suis posé un problème. J'ai dit, on est en démocratie, est-ce que c'est normal que dans un pays où je vois bien que près de la moitié, ou plus de la moitié, ou un peu moins de la moitié, sont pour le non, 95% des médias écrits, hebdomadaires, radio, télé, sont pour le oui. Là-dessus, le non fait 55%. C'est intéressant parce que quand les télévisions, les radios, surtout maintenant avec les télévisions en continu, ils ne cessent de vous demander de participer à des débats sur n'importe quoi, le prix des carottes, le temps qu'il fait, etc. Moi, la plupart du temps, je refuse, mais là, c'est moi qui ai téléphoné à des radios et à des télévisions quand il y a eu le résultat pour dire attendez, 95% des médias pour le oui, 55% des Français pour le non. Et j'ai voté oui, mais après, ça pose un problème. Une telle cassure, une telle fracture entre l'opinion et les médias qui sont censés se refléter dans sa pluralité l'opinion, ça mérite qu'on l'analyse, ça mérite qu'on le regarde en face. Vous devriez accepter des débats là-dessus. Aucune radio, aucune télévision n'ont accepté le moindre débat. La moindre mise en cause et de s'interroger là-dessus. Et ça m'était arrivé déjà une fois d'ailleurs, c'est au moment de la guerre de Libye, où là aussi je suis intervenu auprès des radios et des télés en disant attendez, tous les gens qu'on entend à la radio et à la télé, c'est pour dire qu'il faut intervenir en Libye. Ils ont peut-être raison, moi je pense pas, je pense que ça va être une catastrophe. Je suis prêt à venir expliquer pourquoi. Rien. Mais même qui vous demandent de venir pour n'importe quoi, je peux vous dire que là, aucun n'a voulu que je vienne pour dire pourquoi c'était une catastrophe. Donc, il y avait ce refus, l'erreur, c'est le refus de voir l'importance et les conséquences de cette cassure. Mais la cerise sur le gâteau, le texte, la Constitution européenne que les Français ont refusé, on l'a fait passer subrepticement sans les consulter. Mais les conséquences, ça a été terrible. Moi, il n'y a pas d'endroit où je vais où on ne me dit pas c'est quoi la démocratie, c'est la Constitution fait voter, puis on s'essuie les pieds sur notre vote, ça ne sert à rien, c'est le mépris de l'expression populaire, ça a été terrible. Et ça fait le jeu de l'extrême droite en particulier, ça a été terrible. Donc ça, c'était une erreur, en effet, considérable. Mais là, c'est pareil, qui l'a reconnu? Pour l'instant, il y a très peu qui vont admettre que c'est une erreur grave. Est-ce que, dans le sens où on a parlé des médias, moi j'ai une question à vous poser, Jean-François, est-ce que ce livre, il est médiatisé ou est-ce que ça leur fait un peu peur, ils ne veulent pas ils vous demandent de parler d'autre chose? Le sujet d'actualité, mais pas du livre. Ce livre-là, à ma grande surprise, non pas à ma grande surprise, parce que quand on fait un livre, on espère toujours que ça marche, franchement. En fait, c'était pas évident. En l'occurrence, il marche bien. Point de vue vente, il marche bien. Mais en même temps, c'est un échec total sur un autre plan. C'est que je ne l'ai pas fait simplement pour que ça se vende, ou qu'on en parle, parce que dans l'ensemble, la presse en dit du bien, mais ceux qu'on parle. Je l'ai fait pour essayer de provoquer un débat, parce que c'est fondamentalement, c'est une interpellation et de la droite et de la gauche, pour dire, parce que, je fais une parenthèse, qu'est-ce qui m'a le déclic? Le déclic, c'est qu'aujourd'hui, ce n'est pas probable, mais ce n'est pas exclu, et d'ailleurs personne ne l'exclut, que par exemple Marine Le Pen puisse gagner une élection présidentielle. Or, vous imaginez quelle erreur il a fallu commettre, et en particulier ceux qui ont confisqué la façon de lutter contre le Front National, qui se sont fait, comment, de l'antifascisme une espèce de spécialité. Quelles erreurs il a fallu qu'ils commettent pour qu'aujourd'hui, des choses que vous auriez considérées comme inconcevables il y a encore 10 ans, à savoir que Marine Le Pen gagnait les élections, on ne peut pas l'exclure. Ça, c'est la première conséquence. La deuxième, elle est encore plus spectaculaire. Quand on y réfléchit, vous avez en 2017 une élection présidentielle. Le président est socialiste. Enfin, il est censé être socialiste. Le Parlement est en majorité socialiste. Une grande partie des départements sont à direction socialiste. Une partie des régions sont à direction socialiste.
Une grande partie des grandes villes sont à direction socialiste. Donc, parce qu'ils sont majoritaires au Parlement, c'est eux qui ont le plus d'argent. Ils font 6%. C'est-à-dire, jamais dans l'histoire, même sous Napoléon III, même sous Louis-Philippe, la gauche républicaine n'avait fait aussi peu de voix. Jamais. Jamais. 6%. Alors qu'ils avaient tout. Vous diriez, normalement, ils se sont réunis et ils ont consacré 15 jours, au moins, à analyser les raisons d'un tel échec. D'autant que leur candidat, Benoît Hamon, autour de lui, il y avait un aéropage d'intellectuels, de gauche, de renom. Donc, ils auraient vu tous ces intellectuels de renom se dire, mais quelle erreur on a commis, pourquoi on a fait 6%, c'est jamais arrivé, jamais, bon, pourquoi bon. Aucune autocritique, aucune reconnaissance d'erreurs commises et d'analyse de ces erreurs, et le contraire, encore plus d'arrogance, encore plus de tendance à faire la leçon à tout le monde. Dans le journal Le Monde, les 7-8 intellectuels qui étaient autour de Benoît Hamon et qui ont pensé sa campagne, ils n'arrêtent pas de faire des textes collectifs pour mettre en cause tout le monde sauf eux. C'est quand même ahurissant. Donc voilà, alors là je parle de la gauche que c'est le plus spectaculaire comme échec. Je pourrais parler du Parti communiste qui est passé de 25% à 2%, le même score que les animalistes, et qui ne s'est pas réuni même qu'un jour, même pas 2 jours. On dit, mais comment est-ce qu'on a pu arriver là? On pourrait parler même aussi de la droite. La droite, aujourd'hui, on dit, elle est en train de renaître à Paris. C'est formidable. Comme Dati, elle va peut-être faire 32% au deuxième tour, 25%, 32% au deuxième tour. Mais enfin, Chirac avait fait 55%, et tous les arrondissements. Et là aussi, il n'y a pas eu d'analyse. Pourquoi ce parti ultra majoritaire en France bon, voilà. Donc c'est un peu il y a aussi cette réflexion-là qui a été le déclic pour moi sur la thème pourquoi cette incapacité de... Pourquoi est-ce qu'ils refusent de reconnaître ces erreurs stratégiques ou de positionnement? On l'avait évoqué une fois dans un brûlis, qui est le phénomène de la bulle, où les gens sont ensemble, ils pensent à la même chose, ils ont du mal à admettre la critique venant de l'extérieur. Mais pourquoi ce refus de reconnaître? Alors, je vais vous dire, c'est très simple. C'est l'idée que si on prenait l'erreur, tout votre système de référence s'écroule. Que les conséquences seraient terribles par rapport au système de vos certitudes. Je vais vous donner un exemple. Contrairement à ce qu'on croit, quand Galilée expose sa théorie selon laquelle c'est une erreur, ça a été une erreur de croire que c'est la Terre qui est au centre du système solaire, c'est elle qui est au centre et que la Terre est immobile. Et qui dit en vérité, c'est le Soleil qui est au centre et la Terre tourne sur elle-même. Il va voir les cardinaux de la Curie romaine. Et contrairement à ce qu'on croit, ces cardinaux qui étaient d'un très haut niveau intellectuel, et on était en pleine Renaissance, ils étaient en vérité très éveillés intellectuellement, ils disent vous avez sans doute raison. D'après nos propres fictions, nos propres calculs, vous avez sans doute raison. Mais on ne peut pas le dire. On ne peut pas reconnaître cette erreur. Pourquoi? Attendez. Premièrement, si la Terre tourne sur elle-même, il n'y a pas de haut, il n'y a pas de bas, parce que le haut devient le bas et le bas le haut. Et dès qu'il n'y a pas le haut et le bas, où est l'enfer, où est le paradis? On a expliqué aux gens que l'enfer était en bas et le paradis en haut. Ça va les troubler. Ça va être terrible pour eux s'il n'y a plus de haut et de bas. D'autre part, on a expliqué aux gens que Dieu a créé l'homme sur Terre parce que la Terre est au centre. Et que forcément, Dieu a créé l'homme au centre. Dieu n'a pas créé l'homme en banlieue, en Seine-Saint-Denis, c'est inconcevable. Donc il a créé au centre. Et là, vous allez leur dire que non, il a créé en Aubervilliers. Non. On ne peut pas expliquer ça. En plus, ça va même plus loin. C'est que Galilée expose aussi la théorie selon laquelle, parce que jusqu'à Galilée, la théorie platonicienne, donc platonicienne, c'était que l'immobilité, c'est la normalité. Vous voyez, tout est immobile. Ça, c'est immobile, ça, c'est immobile, c'est immobile. C'est la normalité. Et la preuve que le mouvement n'est pas normal, c'est que d'abord, il faut lui faire violence pour qu'il se mette en mouvement, et naturellement, il s'arrête. Donc,
l'immobilité est un état normal et le mouvement un état anormal. Égalité dit non, c'est une illusion, vous êtes complètement trompé. C'est à cause du frottement de l'air. Mais s'il n'y avait pas frottement de l'air, l'immobilité est aussi normale que le mouvement. Un objet en mouvement reste en mouvement à vitesse constante, et un jeu immobile reste immobile. C'est deux états normaux. Et pourquoi c'est la Sorbonne qui le condamne. Mais pourquoi il le condamne? Pas du tout parce que scientifiquement c'est faux. Il condamne, c'est attendez, si vous dites que le mouvement est aussi légitime que l'immobilité, c'est très dangereux. Ça justifie les révolutions, ou ça justifie la remise en cause du système féodal. Le fait que l'immobilité est légitime, c'est ce qui nous permet de garder le système comme il est. Donc voilà, ça c'est le premier exemple.